Passons à notre invité du week-end. Il s'agit bien évidemment de notre invité culture que vous attendez bien nombreux déjà, chers téléspectateurs. Calixte Béala, en quelques mots. Calixte Béala est une personnalité à part entière qui a bien évidemment fait bouger les lignes de la littérature francophone depuis 35 ans aujourd'hui et voire un peu plus. Un parcours de vie incroyable de Newbel, ici même à Douala, à Paris. Calixte Béala, c'est surtout cette femme de fort caractère qui ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de parler de la liberté pour la femme, l'égalité entre les humains, quand il faut critiquer ces dirigeants africains qu'elle qualifie de corrompus. Eh bien, c'est une écrivaine et militante très présente donc sur le cyberespace pour partager ses humeurs en rapport avec l'actualité, l'exclusion de la jeunesse dans la gestion des affaires de la cité. Calixte Béala, c'est cette romancière prolifique qui a écrit une vingtaine d'ouvrages à l'écriture et au narratif captivant de 1987 à 2014. De son premier roman, c'est Le soleil qui m'a brûlé, au dernier, Le Christ selon l'Afrique, la femme africaine. Elle parle bien évidemment beaucoup plus de la femme africaine malmenée, la femme africaine qui doit s'émanciper et prendre le pouvoir où les hommes ne souhaitaient pas ou ne souhaitent pas encore le partager. Ce qui fait d'elle donc la voix des sans-voix dans cette Afrique où le patriarcat reste une préoccupation majeure pour les féministes. Des prix et des distinctions à l'appel ont couronné bien évidemment le parcours élogieux de la reine de l'écriture francophone, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, le Grand Prix du roman de l'Académie française, le prix L'Algue d'or du meilleur roman francophone pour ne citer que. Calixte est notre invité. Bonjour. Bonjour. Calixte. Merci d'être là, ma grande sœur chérie. Vous allez bien? Oui, je me suis levée spécialement pour vous, moi qui Merci. me couche très tard en général et qui me réveille assez tard parce que je me couche vers 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que j'écris, je réfléchis à l'heure où tout le monde dort. Toujours belle, toujours fraîche, toujours avec ce joli minois de jeune femme de 18 ans. Alors, la dernière fois, quand je vous ai écrit, quand j'ai été au courant que vous êtes au Cameroun, je vous ai écrit, vous m'avez répondu, oui, petit frère chéri, je suis là au Triangle des Bermudes. Parce que c'est un pays extraordinaire où il peut se passer tout n'importe quoi, n'importe quel moment. Bonjour monsieur. Léna Djali, notre consultant. Enchanté. Et le Bermude, il fait bon vivre également, non? Il aurait pu faire très bon y vivre parce que le destin a doté le Cameroun de talents incroyables sur le plan humain. Il y a tout ce qu'il nous faut pour développer un pays. Sur le plan de la nature, il pleut tous les jours, Douala il fait chaud. Cela signifie que tout peut pousser à n'importe où, à n'importe quel moment. On a de quoi nourrir l'Afrique entière si on s'y mettait politiquement. Si on décidait d'être le number one, ben, on le serait. C'est un pays étrange où vous avez énormément individuellement des gens de très grands talents. Ce qui manque en réalité au Cameroun, c'est quelqu'un qui puisse mettre en harmonie, en musique, qui crée un mouvement d'ensemble comme ça, qui porte ce peuple très loin. C'est ce qui nous manque. Mais si vous prenez individuellement les Camerounais, même à travers le monde, c'est des êtres humains incroyables d'intelligence, d'inventivité. Pourquoi ça ne s'applique pas sur le terrain ici? On a un chef d'orchestre qui fait magnifiquement son travail, je pense. No comment. Peut-être que le chef d'orchestre fait magnifiquement son travail, mais ça ne suffit pas. Vous savez, j'ai dirigé le mouvement des Noirs de France. D'accord? C'est plus de 12 millions de personnes quand même, les Noirs de France. Le chef n'est pas si important. Ce sont les gens qui entourent le chef qui sont importants. Je suis la présidente, mais j'ai à côté de moi des hommes de très grande qualité qui peuvent suppléer à mes manquements. Mais si autour de vous, vous êtes brillant et que vous êtes le seul, je suis la meilleure romancière, je serai peut-être la meilleure avocate, je serai peut-être la meilleure industrielle, je serai peut-être la meilleure journaliste aussi pendant qu'on y est, je serai la meilleure mécanicienne, je serai la première en tout,
eh bien, le pays ne fonctionnera pas. Il faudrait que chaque élément de la fourmilière joue pleinement son rôle. Et au Cameroun, il y a comme une défaillance de cette musique. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnant. Ouais. Le pays est dans le désordre. Il y a quelque part... Vous prenez le cas de Bankomo. Hein? Le grand drame que nous avons vécu. Bankolo à Yaoundé. Bankolo à Yaoundé. Ouais. Bon. Pourquoi il y a eu un tel drame sans que les autorités aient pu intervenir en amont? Je veux dire, quand on dirige un pays, on n'est pas là pour faire plaisir aux habitants. On est là pour faire en sorte que tout fonctionne pour le plus grand nombre et que tout le monde soit en bonne santé. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un construit un immeuble dans un fossé qu'il faille le laisser faire parce que, vous comprenez, il ne faut pas créer des tensions sociales. Non, c'est pas ça le rôle d'un État. À Douala, nous avons des inondations partout. Pourquoi? Parce que on laisse les gens monter des immeubles. C'est d'avoir un État Père Noël qui ne frappe pas beaucoup sur ces... Ça n'existe pas. Allez même dans les pays développés, je peux vous garantir, vous bougez le petit doigt hors de la zone autorisée, vous êtes sanctionné, je vous jure, dans l'heure. Je n'ai pas dit le lendemain, hein. Dans l'heure, les autorités s'amènent. Je veux dire, on ne peut pas diriger un État avec une forme de laxisme. Un État n'est pas un Père Noël. Hein. Ouais. Un État est là pour justement que les choses marchent. Les dirigeants ne sont pas là pour plaire à la grande masse. Vous avez vu, par exemple, je donne l'exemple de la France. On a augmenté l'âge de la retraite à 64 ans. Mais il y a eu énormément de manifestants. Tout à fait. Est-ce que l'État français a bougé? Non, pas du tout. Et avec raison. Pourquoi? Parce que quand moi j'avais 20 ans en France, il y avait chaque femme faisait 3 enfants. Il y avait 3 enfants par femme. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1,5 enfants par femme. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas des gens qui pourront à terme payer la retraite. Ouais. Donc, c'est normal qu'on augmente l'âge de la retraite et que demain matin, on soit 70 ans. Un État n'est pas là pour faire plaisir aux individualités. On laisse les écoles pousser dans les quartiers, on laisse les bars ouvrir jusqu'à des heures impossibles. Je me demande comment font les petits Camerounais pour étudier leurs leçons au milieu de ces espèces de tam-tam, de balafons, de toutes sortes de sonorités perturbantes pour l'équilibre d'un enfant qui va à l'école le matin, qui doit se lever à 6h ou 7h pour être en classe à 8h. Je veux dire, c'est scandaleux. Il faut les fermer. On n'est pas là. Qu'est-ce que ça peut apporter à un État? Les débits de boissons. Je suis désolé de le dire. Alors que les cerveaux de demain sont la force que nous pourrons développer. Je suis désolé de le dire à des termes aussi brutaux, mais c'est les cerveaux qui développent un pays, ce n'est pas les boissons. D'accord, très bien. Avant que Ben Adjali ne prenne la parole pour une préoccupation, on souhaiterait quand même commencer cette émission en marquant toute notre solidarité avec vous, parce que vous venez de perdre quand même votre nièce, une personne qui était chère à votre vie. Et bientôt, elle sera accompagnée vraiment à sa dernière demeure. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci, malgré cette épreuve, merci d'être là quand même. Ben? C'était juste pour mettre de l'eau dans le moulin de Calice. Voyez ce qui se passe pour illustrer cela. Il y a des vedettes, des stars africaines, camerounaises, qui sont frappées par des lois en Europe pour mauvaise conduite, pour ci, pour ça. Et on les prend. Nous sommes étonnés ici. Mais quand elles arrivent au Cameroun, elles foutent le bordel. Elles se font accompagner par de très hautes autorités de la République. C'est qu'elles ne peuvent pas faire, n'est-ce pas, de l'autre côté. Non, c'est l'État. Écoutez, Roland Macaire, si vous avez un abcès, c'est pas moi quoi, qu'il vous faut une chirurgie, c'est pas parce que vous allez crier qu'on va vous laisser, n'est-ce pas, avec cet abcès. Il faut le percer. Et même quelle que soit, n'est-ce pas, la douleur que vous aurez après cela. Donc, il faut vraiment, n'est-ce pas, passer à une autre vitesse. Alors, Calix, vous êtes à Douala. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas le meilleur monde qui soit, mais comment vous vous occupez un peu depuis que vous êtes là? Mais écoutez, j'aime la pluie qui tombe, j'écris, j'aime la pluie qui tombe, j'aime l'atmosphère, j'y suis né. Vous sortez un peu, vous baladez? Pas beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui aime se balader en fait. Je n'ai jamais aimé ça depuis que je suis enfant. Elle n'est pas tuer le temps, parce que chez nous, hein, quand vous dites que mais j'ai pas besoin de... je vais tuer le temps. Ouais. Moi je ne tue pas le temps, je trouve que je n'ai pas assez de temps. Voilà. Toute ma vie, je n'ai jamais eu assez de temps pour comprendre le monde déjà, qui m'entoure, pour faire un peu de mathématiques, des choses qui ne sont pas de mon domaine, ou faire de la physique quantique.
tout m'intéresse. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas de temps pour aller me balader dans les rues. J'ai trop de livres à lire, j'ai trop de choses à comprendre, parce que la vie impartie est si courte. Je n'ai jamais voulu la perdre en allant m'asseoir dans une boîte de nuit, dans des débits de boissons. Ça m'est arrivé une fois en passant comme ça, mais c'est assez rare. Ça peut se compter le nombre de fois où j'étais à l'extérieur sous les bouts des doigts. Donc c'est un choix de vie, de comprendre le monde et pas de m'amuser. Enfin, ça ne m'amuse pas Mais trop. si on ne sort pas, comment on fait pour écrire, pour avoir aussi des thématiques aussi jolies comme celles que vous abordez dans vos livres? On rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait une vingtaine d'ouvrages donc disponibles depuis 35 ans aujourd'hui. C'est beaucoup de combats. Comment on fait si on ne sort pas, si on ne va pas s'asseoir un peu dans le bistrot, au café, échanger avec les gens, voir ces femmes que vous mettez généralement en valeur dans vos livres, les voir se déambuler dans les rues, que ce soit à Paris ou à Douala, que vous aimez tant? C'est très simple. Hein. Vous restez au calme. Quand j'étais enfant, il y avait un arbre manguier devant chez nous. Je grimpe tout au haut du manguier. Grimper? Oui. Vous mettiez quand même le pantalon? Non. J'étais en culotte courte rouge, tout le monde me connaissait torse nu. Bon, je n'ai jamais été épaisse, donc je passais inaperçu. Alors, je grimpais tout en haut et j'observais la cité. Je savais exactement tout ce qui s'y passait sans parler avec personne. Là, j'ai construit ma maison de telle façon que de là où je suis, il y a un endroit spécifique, je m'assois et j'observe la cité. Et je sais ce qui se passe. Et je sais exactement ce qui se passe dans le pays et même dans le monde sans bouger. Vous n'avez pas besoin de bouger. Vous savez, et quand vous ne bougez pas, les informations qui vous parviennent sont peut-être plus justes, plus épurées. Parce que vous n'êtes pas dans cette espèce de brouhaha qui vous emballe, qui vous transporte, qui vous amène à crier. Mais monsieur Ben, tout à l'heure quand je parlais, il ne s'agissait pas que des stars. Au Cameroun, l'incivilité est généralisée. C'est aussi bien le vendeur de cacahuètes que le ministre qui met le désordre parce qu'il va passer en mettant le gyrophare ou n'importe, parce il est pressé pour aller on ne sait pas où, ou une rue qui est bloquée. Bloquer une rue, c'est de l'incivilité parce que vous empêchez les autres de passer, de vaquer à leurs occupations. Alors Calix, on va parce qu'on a annoncé l'émission, on est tout malheureux parce qu'on n'aura pas vraiment le temps prévu pour cet entretien. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées et on en a enregistré d'autres aussi. Cette Calixte-là, qui est auteur de plusieurs ouvrages, qui a mené des combats pour la féminité, pour les droits de la femme, qui a mené des combats pour des minorités visibles, parce que c'est vous, quand même, il faut le préciser, à travers votre association collective Égalité, qui, au cœur des années 90, mène des combats pour qu'on voit des Noirs à la télévision. Vous-même, vous connaissez cette télé que vous avez animée avec Ondalat quelquefois aussi. Vous avez fait des documentaires à France Télévisions, d'ailleurs sur Manu Dibango, bien évidemment. Et cette Calix qui a donc tout ce beau parcours-là. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Elle a une maison de culture qui n'a pas vu le jour encore au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette écrivaine entretient la transmission, le relais? On va le voir tout à l'heure avec ces questions qui sont arrivées. Mais je voudrais qu'on prenne déjà cette question que nous avons enregistrée hier de Maître Prudence Mandeng. C'est une avocate au barreau du Rwanda. C'est une Camerounaise, bien évidemment, mais elle est avocate au barreau du Rwanda. Elle a souhaité vous poser cette question ou ces questions. Est-ce que nous avons Maître Mandeng qui peut poser ces questions à Calix Beyala? Alors, avant que l'élément n'arrive, la question qui revient de nos téléspectateurs est celle de savoir qu'en est-il de la relève? On ne va pas seulement parler de Calixte comme grande écrivaine. Après vous, il va falloir qu'on parle d'autres écrivains. Qu'en est-il de la relève? Que fait Calix Beyala? Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour la relève. Je suis désolé de le dire en des termes aussi crus. Je vais dire qu'on ne fabrique pas un écrivain. C'est un état d'esprit. C'est comme, je ne sais pas, les belles voix. Les belles voix naissent des belles voix. Bon, maintenant, il faut mettre à leur disposition des moyens pour pouvoir
peut-être faire connaître leur musique. Maintenant, c'est un travail tellement ardu qu'il y a très très peu de gens qui s'y lancent. Écrire est ce qu'il y a de plus affreux au monde. C'est comme un laboureur, hein, c'est la même chose. Où on tape, bam, bam, l'écriture, on doit taper, on doit pouvoir écrire la même phrase quelquefois 200 fois. Peu de gens peuvent le faire. J'ai eu des cas où, par exemple, des jeunes auteurs m'ont contacté pour leur roman. Je leur ai donné des conseils pour retravailler pour que ça devienne un bon roman. Ils ont refusé. Ils m'ont dit, non mais Madame Beyala, c'est déjà beau comme ça. Ah, donnez-nous plutôt l'adresse de votre éditeur, on envoie là-bas. Et à chaque fois, ils ont reçu un nom. J'ai aussi des cas où j'ai soutenu par exemple un auteur camerounais pour qu'il publie dans une grande maison comme Albin Michel. Arrivé chez Albin Michel lui dit, bon, monsieur, pour que nous puissions vous publier, votre éditrice c'est Calixte Beyala. Il a dit non, puisque je n'étais pas blanche, il n'acceptait pas que... Et plus tard, cet auteur connu, un peu connu, reviendra me voir, c'était l'année dernière, il me téléphona, il me dit, Calixte, je suis désolé, j'avais refusé parce que tu étais une femme. Et j'ai dit, non, c'est pas parce que j'étais une femme, c'est parce que j'étais une femme noire que tu as refusé. Il n'a pas discuté là-dessus. Et ensuite, il me dit, bon, maintenant, je suis revenu à la raison, est-ce que tu peux méditer? Là, je n'ai plus envie de l'éditer, je suis désolé de le dire comme ça. Je ne suis pas dans la même disposition d'esprit. C'est vrai que j'ai rendu éditrice chez Albin Michel. Et encore faudrait-il que ces hommes noirs et femmes noires me fassent confiance. Quand je dis qu'on ne peut pas publier, et Albin Michel ne va pas me nommer éditrice, s'ils ne savent pas ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire un éditeur blanc aura beaucoup de mal à comprendre certaines expressions africaines. Donc c'est pour ça qu'ils vont choisir, si l'auteur n'est pas assez, n'est pas encore mature dans le domaine linguistique, ils vont choisir de l'envoyer chez moi. Bon, maintenant, si l'auteur refuse parce que je suis une femme, il m'a dit, parce que tu es une femme, je lui ai dit non, parce que si c'était une blanche, tu aurais accepté. Donc, il revient cette année me demander de l'aider à travailler. Eh bien non, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Je veux dire que mon rôle peut être celui-là, mais pas plus que ça. Je ne suis pas là pour créer une maison d'édition. Il appartient à un État d'accompagner la littérature, comme partout dans le monde. En France, la littérature française est financée pour beaucoup, comme le journalisme d'ailleurs, par des dons de l'État, par des subventions de l'État. Il faut que l'État camerounais apprenne qu'il faut financer la culture, la pensée. Aucune organisation privée ne le ferait mieux que l'État. Vous avez régulièrement échangé avec les autorités, ces gens qui sont au pouvoir. Oui, Qu'est-ce qu'ils vous disent pour ce qui est donc de l'amélioration, du développement de notre culture? Mais je pense que ça ne les intéresse pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les grands classiques du Cameroun ne sont pas dans les programmes scolaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces grands classiques sont édités à l'extérieur. Alors, je suis allé voir les éditeurs de Mongo Betty, de Ferdinand Yonnet, des grands classiques camerounais, de manière à racheter les droits et que ça soit édité par le Cameroun pour être distribué aux élèves en classe d'examen. Ils ont dit oui, je reviens au Cameroun, je vois les autorités camerounaises, je leur fais la même proposition. À racheter tous ces droits, c'est moins de 200 millions. Alors, quand vous voyez la gabegie qu'il y a dans ce pays, on m'a envoyé au ministère de la Culture, après on m'a envoyé au ministère de l'Éducation nationale, enfin, comment vous avez dit, secondaire, je ne sais pas quoi là. Des enseignements secondaires. Oui, j'ai fait des courriers, restés sans réponse. Quand on sait qu'un État comme l'État français, par exemple, a été capable de racheter un pauvre manuscrit de Céline à 5 millions d'euros, parce que ça se trouvait en Angleterre, pour pouvoir rapatrier ce manuscrit. C'était même pas un livre, un manuscrit que Céline n'avait pas fini d'écrire. Pour rapatrier ce manuscrit, pour que ça soit dans le domaine français, on se dit quand même qu'il y a un problème ici. Pour moins de 200 millions. Quand on voit tout ce qu'ils dépensent tous les jours dans leur voiture, c'est leur voiture, hein. 200 millions, c'est une bagnole. Ils sont incapables de faire ça. C'est-à-dire rapatrier les droits d'auteur de leurs auteurs
classique, du jamais vu. C'est-à-dire que les classiques camerounais appartiennent à la France. D'accord, très bien. Qu'en est-il du combat, de ces multiples combats sur le féminisme? Est-ce que, parce qu'on a tous les ouvrages commis ont quand même parlé de la femme, la situation de la femme qui doit sortir du silence, est-ce que 30 ans après, il y a eu évolution? Parce qu'après, on a l'impression, on a envie de dire non, on a vu vos postures sur les réseaux sociaux, vous continuez de taper parfois sur cette femme africaine qui n'a pas su prendre sa place. Est-ce qu'il y a eu un changement? Oh, il y a quand même des petits changements. Il y a de plus en plus de femmes qui ont fait des études, par exemple. C'est déjà un changement. Et il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Mais il y a un autre phénomène qui vient contrebalancer l'évolution de la femme, qui est le phénomène des influenceuses qui ramènent les femmes à une femme objet. Pas à une femme sujet, à une femme objet, qui se met des seins gigantesques, des fesses kilimanjaresques, qui fait croire qu'elle ne peut porter que des vêtements à 200 millions, alors que, ben non, pour être belle, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on n'est pas là dans le Christ selon l'Afrique? Oui, aussi. Oui. Votre dernier ouvrage en 2014. Absolument. Ouais. Donc, j'ai ce souci aujourd'hui, alors qu'il faut travailler à améliorer, à faire de la femme une femme digne, une femme forte. Je veux dire, elles étalent leur incompétence comme une qualité. Elles étalent leur corps comme on étalerait une beauté, alors que c'est de la laideur. Parce que tout ce qui est surabondant devient laid, surtout quand c'est pas naturel. Bon, donc je suis désolé de le dire, on a un vrai souci. Ce n'est même plus le souci de nos mères qui continuent à vendre leurs bâtons de manioc, à se battre, parce que c'est ça, qu'une femme vend des bâtons de manioc ou vend des beignets pour s'en sortir. Elle est beaucoup plus digne que n'importe quelle influenceuse qui va aller, je ne sais pas faire quoi, pour acheter des chaussures, des imitations de Turquie, je ne sais pas comment on appelle ça, et faire quoi à nos petites filles qu'elles sont nulles parce qu'elles mettent des chaussures de 5 000 francs. Je suis désolé de le dire, elles sont plus dangereuses aujourd'hui pour l'équilibre de nos enfants que l'ont été l'ignorance ou l'obscurantisme dans lequel nous étions par le passé. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce qu'on pourrait appeler un éclairage faussé. Ouais. C'est-à-dire, on n'a jamais été dans les ténèbres tout en étant, soi-disant, dans la lumière. Oui, Ben, vous avez une préoccupation? Oui, Roland Macaire, je pense que Calice est dans son rôle. La première intervention, c'est que c'est pas à elle, n'est-ce pas, de dire voilà. Quand on est né avec un génie, un talent, il faut le développer. Et puis, n'attendons pas toujours, n'est-ce pas, des autres. Hein? Il faut se battre dans la vie. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tel a fait pour moi? On a toujours ces comparaisons. C'est pas parce que tel a construit un gymnase au Cameroun en tant que sportif que tout le monde doit le faire. C'est pas parce que... Non. Et maintenant, je voudrais, parlant de Calice, moi j'ai admiré quelque chose chez elle. Je sais pas moi si c'est le génie camerounais. Vous savez, à une époque, c'est Manu Dibango, dont on reprend, n'est-ce pas, je crois que l'une des chansons, c'est Alandré Marie, dont Hot Coquille est repris. Et puis, je me souviens avoir lu quelque part qu'avec Michel Drucker, que tout le monde connaît, elle aura fait une collaboration par rapport à un ouvrage, quoi. Et Calice, vous parlez, n'est-ce pas, de cet homme qui vous a offert le ciel. Quand on parle de Drucker aujourd'hui, que tout le monde connaît, qu'est-ce que cela vous dit? Mais Drucker, c'est une grande histoire d'amour qui ne regarde d'abord une personne. Et je pense que pour lui comme pour moi, donc la question ne se pose absolument pas en ce sens-là. Michel est fatigué, il est malade, comme nous tous. Un jour, il partira comme je partirai. Et quand il ne va pas bien, je lui envoie un petit mot pour lui demander comment il va. Et même s'il est 5 heures du matin, il va me dire oui. Donc le contact n'avait pas été coupé. Pourquoi voulez-vous que le contact soit coupé? Après l'épisode de la justice, le contact peut être coupé. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Michel Drucker, avec qui j'ai vécu très longtemps, et a des moyens colossaux. D'accord? Si nous sommes arrivés où nous sommes arrivés là-bas, c'est parce qu'il voulait m'emmerder. Il voulait faire le petit malhonnête un peu? Non. Il estimait que j'étais l'héritière de sa fortune et qu'il n'avait pas à me payer mon boulot. Je n'ai pas à dire ça ici, mais bon, puisque vous insistez, je vous le dis. Et je lui ai répondu, Michel, je ne suis pas un croque-mort.
Donc, je gagne assez d'argent, je n'ai pas besoin de l'argent hérité de quelqu'un qui est mort. Donc, tu me payes mon travail. Voilà, c'est tout. Ça a été fait. Ça a été fait. Je veux dire, il savait pourquoi il faisait ça et il voulait absolument, il disait qu'il veut un divorce public. Et il a obtenu, c'est lui qui a voulu ça. Ouais. Mon avocat a insisté, non. Et il savait qu'il aurait perdu. C'était pas ça la question. C'était pas une question d'argent. C'était pas une question de travail. C'était une question intime qu'il n'acceptait pas que ça soit terminé comme ça. Il voulait que tout le monde entier sache que j'étais la femme de sa vie. Ouais. C'était tout. Ouais. Prenez ça comme je vous le dis, puisque vous insistez dessus. Ouais, voilà, Calice, je voudrais que vous reveniez sur... Pas Michel Decker. Non, pas sur lui. On vous a vu, il y a des sorties sur Kadhafi, par exemple, et des gens ont tiré sur vous. On a beaucoup tiré sur moi, oui. Vous aviez raison, et même sur Gbagbo, lorsque vous avez dit ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette situation, épinglant même... les Nations Unies... et la France avec. Voilà. Aujourd'hui, l'histoire semble vous avoir donné raison. Ben écoutez, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais seul au monde face à l'Occident. Parce que même les Africains à l'époque ne comprenaient pas pourquoi je pouvais me lever de France 24. Je me suis levé, hein. Ils allaient pour bombarder Gbagbo, je me suis levé, je suis parti en pleine émission, en direct, où je défendais Kadhafi. Pourquoi? Parce que j'ai bien connu Kadhafi. C'est vraiment le plus grand panafricaniste. J'ai dit bien, hein, devant tous les Noirs que j'ai eu à rencontrer. Nous étions en train de travailler sur les États-Unis d'Afrique. J'avais constitué une équipe puisque je m'occupais de l'aspect du socle commun. Des socles communs à la fois... le socle architectural, historique, parce que vous ne pouvez pas construire une nation, parce qu'on voulait construire une nation africaine sans avoir des choses en commun. C'est-à-dire, et je travaillais sur ces socles communs, et d'autres personnes travaillaient sur l'économie, enfin, et on se retrouvait souvent à Tripoli avec Kadhafi, et on faisait le point, on avançait, la création de la monnaie, tout ça. Donc, c'est le seul que j'ai connu comme ça, qui avait ce souci énorme du peuple africain. Et Gbagbo, c'est un ami personnel. Voilà, donc lui, je vais beaucoup l'aider à avancer aussi. Parce qu'au début, il n'était pas panafricaniste, à avancer dans le sens du panafricanisme. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas tué les gens comme on racontait. Je veux dire que Sarkozy, qui est aussi un ami, c'est ça qui est paradoxal dans cette histoire, va vouloir mettre en place le Ouattara. Donc, je vais dire à Sarkozy de ne pas le faire. Il va refuser parce qu'il tenait absolument à mettre son copain en place. C'est comme ça que Ouattara arrive sur les chars français. Et c'est un scandale pour la France. Et aujourd'hui, la France regrette énormément ces deux interventions en Afrique. D'accord. Alors, il y a, on va aller au pas de course parce qu'on n'aura plus assez de temps. Il y a cette question qui est revenue dans tout ce que nous avons reçu. On veut savoir comment ça s'est passé pour vous retrouver à faire ce retournement aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou à la France, face à ces autorités de tous ces milieux, que ce soit au Cameroun ou en France, qui vous ont quand même mis au devant de la scène parce que vous êtes très amer avec les autorités françaises et même les autorités camerounaises, alors que c'est des deux côtés tous ces gens qui vous ont mis au devant de la scène. Bon, d'abord, les autorités camerounaises m'ont jamais mis au devant de la scène. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils m'ont mis au devant de la scène. La première chose qu'il convient de dire, c'est que si quelqu'un pense ça, c'est strictement faux. La France, j'ai été toujours critique. Vous avez une belle médaille. Oui, mais vous pensez que c'est avec la belle médaille que je suis devenu ce que je suis? Je suis traduite dans plus de 30 langues, monsieur. D'accord? Et j'enseigne dans les plus grandes universités dans le monde. Donc, je veux dire, c'est pas, on ne me met pas devant, je me suis mise devant. Oui. Première chose. Je ne suis pas amère contre les autorités françaises. Je m'entends très bien avec elles. Je joue mon rôle. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est qu'en France, un intellectuel est quelqu'un qui conteste tout le temps. Même quand c'est bon?
Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Personne ne va vous sanctionner. On n'est pas au Cameroun, monsieur. Parce que vous avez dit... Au Cameroun, on peut parler aussi. Non, je ne crois pas, parce que vous dites ça. Donc, je suis désolé de vous le rappeler. Vous parlez des années 90. J'étais toute gamine dans les années 90. Oui. D'accord? Mais déjà, j'étais contre la France. Déjà, à l'époque, j'avais entraîné la France, Chirac avec tout son gouvernement, devant la justice pour que les Noirs aient une bonne représentation, que ça soit télévisuel, politique et autres. Aujourd'hui, si on a cette situation, c'est parce que je l'ai fait. Je ne flattais personne. Ça n'a pas empêché que j'ai gagné tous les prix. Vous n'avez même cité que 3. J'ai gagné, j'ai eu tous les médailles, la Légion d'honneur, tout ce qu'on peut rêver en France, j'ai obtenu. Et je continue. Ils savent très bien que si ça ne va pas, je leur dirai, ben stop. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. À un moment donné, j'ai enseigné aux États-Unis. Je ne voulais pas rentrer en France. Mais la France, c'était la mobilisation générale pour que je revienne. Mais Madame Beyala, si vous n'êtes pas là, les Noirs n'ont plus de voix. C'est un pays exceptionnel, la France, là-dessus. Détrompez-vous. Donc, je n'ai pas eu ni à tourner ma veste, ni à retourner ma veste. Je suis ce que je suis depuis toujours. Si, par exemple, le gouvernement camerounais fait quelque chose qui est bien, je dirais que c'est bien. Ouais. Mais quand ils font des choses qui ne sont pas bien, je dis que c'est pas bien. Je n'appartiens pas à une chapelle politique. Je suis ce qu'on appelle un libre penseur et je jouerai mon rôle jusqu'au bout. Si vous dites que c'est parce que je suis en train de dire que Franck Biya ne sera pas président, eh bien, je vous le répète sur ce plateau, je dis non, c'est indécent. Au bout de 42 ans du père, c'est indécent, monsieur. Il y a d'autres Camerounais avec du talent. Je veux dire, être le fils de quelqu'un ne vous octroie pas une qualité exceptionnelle. C'est pas parce que je suis écrivain que mes enfants sont des écrivains. Par exemple, j'ai un fils qui est banquier, j'ai une fille qui fait de la littérature comparée, elle n'est pas écrivain. C'est quoi ce délire en Afrique? Ou parce que le père a fait quelque chose? Le Cameroun n'est pas un royaume. C'est pas un État qui revient à une famille. Je veux dire, il y a 25 millions de Camerounais. Et parmi ces 25 millions, il y a des centaines et des centaines et des centaines capables de diriger cette nation. Et nous avons besoin, monsieur, d'une nouvelle expérience politique. Et nous avons besoin, monsieur, d'autres visions politiques. Le dire, c'est pas être pour quelqu'un ou contre quelqu'un, c'est le dire pour le bien de la nation. Je n'appartiens pas à une chapelle politique. Je ne suis pas de l'opposition. Je ne suis pas du pouvoir. Je suis Calixte Beyala, libre penseur. La maison de la culture, alors, où est-ce qu'on en est? Eh ben, je suis allé acheter un terrain. C'était même pas une maison de la culture, c'était la maison des écrivains. Oui. Je m'étais aperçu qu'il y avait pas une bonne production littéraire parce qu'il y a trop de bruit. D'accord? Un écrivain a besoin de solitude pour crier. Donc, j'avais acheté un terrain au-dessus de Montfébé pour pouvoir y installer, avec mes petits moyens, une maison où les écrivains pourraient venir en retraite pendant 5-6 mois, sortir un beau roman et je les aurais aidés à mieux les peaufiner parce que c'est ça le vrai problème de la littérature camerounaise, c'est-à-dire quelqu'un qui aide les auteurs à aller au bout de la pensée et qu'ils acceptent ce travail qui est très difficile. Eh bien, il y a le neveu de notre chef d'État qui est venu avec sa milice taper, même me taper pour prendre le terrain de force. J'ai vécu ça aussi. Et comment voulez-vous que j'applaudisse de demain des gens qui sont des... Non, avant d'en arriver là, on avait quand même appris qu'on vous avait donné notre terrain. Jamais. D'abord, vous n'avez pas à me donner un autre terrain puisque j'ai déjà un terrain avec un titre foncier. Ouais. Qu'est-ce qui vous autorise? Donc vous allez venir chez moi parce que vous aimez ma maison, me dire, Madame Beyala, quittez votre maison, allez dans une autre maison parce que ma maison vous plaît. Nous sommes, monsieur, dans un état de droit. Il faut que vous appreniez que chacun de nous, que vous soyez président, enfant de président, moi ou le vendeur de la rue, on doit respecter. Mais après ça, vous ne feriez plus rien alors? Je suis en procès avec lui, moi je ne l'ai pas lâché. Oui, au-delà du procès, est-ce que le projet... dès que j'ai le terrain libéré, je bâtis la maison, j'ai les moyens de le faire ailleurs. Pourquoi pas à Douala? Non, Douala ne présente pas un climat et assez de calme pour un écrivain. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi les hauteurs de Yaoundé. D'accord. C'est en face du monastère. Oui. Donc, au monastère, il y a le calme et les auteurs peuvent... Et le vent de ces belles prières également. Oui, et là, effectivement, il y a un recueillement. Oui. Quelqu'un qui a déjà... Voilà le Cameroun que je critique. Qui a le sous-sol du Cameroun, le ciel du Cameroun, les rivières du Cameroun, les forêts du Cameroun lui appartiennent. Vous ne trouvez pas quelque peu... C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. Vous ne trouvez pas quelque peu honteux de venir se disputer 950 pauvres mètres carrés avec un écrivain? Mais nous sommes où là? Bon. Vous pensez que ça c'est un État là-bas? Ça c'est le respect de l'autre? Eh bien moi je vous dis que non.
D'accord? C'est comme si moi, Calixte Beyala, j'allais me disputer un morceau de manioc avec une dame qui vend du manioc au marché Kololo. C'est honteux. Quand moi je passe là-bas et qu'elles, ces femmes me disent bonjour, je sors un billet de banque, je leur donne. Merci. On n'ira pas plus loin que cela. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Nous étions heureux de vous accueillir dans cette émission au Café du Prime Weekend. Il y a plein de questions, peut-être qu'on va vous les transférer ou refaire une autre émission après le retour d'Alger, pourquoi pas? Oui, je pars à Alger, là je suis invité. Je dois partir parce que je serai reçu par le chef de l'État algérien. D'accord. Donc je dois partir. Merci d'être venu. Merci à vous. Sébastien Blaiseau.